Bonjour Gilles Albou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis merci de rester sur les deux temps de parole qu'on va organiser et aborder des thèmes différents. Monsieur le recteur, sur le premier temps de parole, j'aurais voulu que l'on revienne sur les violences dans les transports scolaires. Alors bien évidemment, ça concerne pas le rectorat. Ce sont les transports qui permettent d'accompagner les enfants, les élèves, en tout cas depuis chez eux jusqu'aux établissements scolaires. Quand vous voyez ce déchaînement de violence qui est quand même inacceptable, ça vous inspire quoi? D'abord, évidemment, nous, on est effondrés de voir ces jeunes qui, pour la plupart, sont des jeunes calmes et qui ne demandent qu'une chose à apprendre et de les voir ainsi souffrir de cette violence. On est aussi en complète solidarité avec les chauffeurs, les transporteurs qui font un métier difficile et dangereux. Je voudrais profiter de votre antenne aussi pour les saluer et les remercier pour tout ce qu'ils font. Chaque matin, on voit que les transports scolaires reprennent de plus en plus. C'est tant mieux pour évidemment nos jeunes et on est tous conscients qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, j'ai envie de dire, pour sécuriser les routes, et sécuriser les routes pour tout le monde, pour les bus, pour tous les usagers. Pour les voitures, oui, bien sûr. Je tiens aussi quand même à saluer nos enseignants, alors, parce que je suis, et nos personnels en général de l'éducation nationale qui, eux aussi, parfois, sur leur trajet, sont victimes d'agressions. On est dans un territoire difficile. On en reparlera puisqu'on a un peu de temps. On est dans un territoire très jeune, avec beaucoup de jeunes par rapport à peu d'adultes. Et ces jeunes-là, évidemment, une petite partie d'entre eux, il faut le rappeler toujours, c'est une petite partie d'entre eux, dévient. Et on le voit. Mais, monsieur le recteur, quand vous voyez cet autocar caillassé derrière vous, comme vous l'avez dit, sur les différents sièges bleus, il y avait des enfants qui, pour la plupart, sont calmes et veulent juste apprendre. Quand vous les occupants de cet autocar, et puis des tonnes d'autres, quand ils arrivent à l'école, après avoir vécu ça, sur le chemin entre la maison et l'école, vous parliez de vos personnels. Vos personnels, ils les récupèrent dans quel état, les enfants ? Alors justement, hein, on a des élèves qui expriment cette souffrance. On a réuni le CAVL, hein, le Conseil académique de la vie lycéenne, mais évidemment ce serait la même chose avec les collégiens. Et donc ces élus vont travailler pendant l'année sur un certain nombre de sujets qui leur tiennent à cœur. Et vous imaginez bien que le premier sujet qu'ils ont monté, c'est le sujet des violences. Bien sûr. Alors ça veut dire aussi que nous, en interne, il faut qu'on les accompagne mieux, hein, évidemment. Ça demande... Et je sais que c'est une revendication constante et on y répond, plus d'assistantes sociales, plus de psychologues, plus d'infirmières, donc un pôle médico-social qui soit plus étoffé pour aussi accompagner nos élèves, puis sur ça et sur d'autres choses. Et puis ça demande à l'intérieur de nos établissements et sur les alentours des établissements renforcer aussi la sécurité. On a beaucoup travaillé sur la vidéoprotection, sur la sécurisation matérielle. On renforce chaque année aussi notre nombre d'équipes mobiles de sécurité. J'ai échangé encore dernièrement avec le ministère qui nous autorise à en recruter encore plus. Là, vous le savez, vu le contexte, nous allons recruter de nouveaux EMS et aussi alors, les équipes mobiles de sécurité et aussi évidemment de nouveaux personnels de la vie scolaire. Ça va peut-être pas parler à vos auditeurs, mais là, tout de suite, on a la possibilité de faire 12 recrutements supplémentaires. On avait déjà commencé à ouvrir 4 nouveaux postes et on va continuer. Ce qui veut dire déjà qu'on est soutenu par notre ministère, que nous-mêmes, on est réactifs, et puis aussi qu'on s'inscrit dans la durée, puisque depuis 3 ans et demi, c'est l'avantage d'être là depuis quelques temps, année après année, on s'étoffe, on rattrape aussi un retard, puisque vous parliez de l'accueil de nos étudiants, on rattrape un gros retard en termes
d'encadrement sur le médico-social. On est toujours en retard. Et comme je le disais au début, ça ne va pas se combler du jour au lendemain parce que malheureusement aussi notre territoire manque d'attractivité. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on forme localement les personnels. Ouais. Je pense aux infirmiers et infirmières, je pense aux assistants et assistantes sociales, je pense et aussi évidemment les enseignants. On a la chance pour nous de ne pas avoir de problème de création de postes, mais comme partout sur l'île, évidemment, on a des soucis d'attractivité. Alors, on en reparlera, mais juste quelques secondes parce que ça me tient à cœur et c'est on va dire quelque chose que je porte et qui est important quand même de voir sur l'île. Tout à l'heure, on parlait de cette jeunesse qui quand même globalement n'est pas violente, oui, mais dont une petite partie nous empoisonne au quotidien. Une des caractéristiques de notre territoire, c'est pas que la jeunesse est plus violente qu'ailleurs, mais c'est que, évidemment, cette jeunesse, elle n'est pas assez encadrée globalement. Et je voudrais donner aux auditeurs ce chiffre. Hein. À Mayotte, on dit souvent l'âge médian, c'est 17 ans à peu près. C'est-à-dire qu'en gros, pour un mineur, il y a un adulte. Voilà. Si on regarde les mêmes ratios sur le territoire français, sur le territoire national, je donne les chiffres de tête, mais les auditeurs pourront regarder. On a à peu près 14 millions de mineurs. On doit avoir 42 millions, on va dire, d'adultes jusqu'à 70 ans. Et après, alors je compte un peu moins ceux qui sont au-delà de 70 ans, peut-être 11 millions. Donc, en France métropolitaine, on a, on va dire, 3 adultes entre 19 et 70 ans pour un enfant. Alors ça... Ça change tout. Et ça change tout parce que, en gros, ici, un adulte sur le territoire, il doit non seulement s'occuper des enfants, il doit aussi travailler au développement économique du territoire. Et un adulte pour un enfant ici, 3 adultes pour un enfant sur le territoire français. Eh bien, cette problématique, on ne va pas la résoudre du jour au lendemain. Et j'entendais dans votre journal la question de raccompagner éventuellement les mineurs de là où viennent, la question aussi de la démographie, de la natalité. Il faut qu'on travaille aussi sur ces questions. Monsieur le recteur, je reprends l'exemple du bus. On a parlé des enfants qui avaient souffert de violences, comment vous les preniez en charge. Mais dans ces bus, et les transporteurs et les conducteurs le disent, les caillasseurs sont dedans maintenant. C'est-à-dire que une partie de ceux qui fichent le bazar sont dans les autocars. Ça veut dire qu'ils sont dans les établissements scolaires. Est-ce que cette violence, vous la ressentez ? Dans les établissements scolaires, j'entends. Hein. Statistiquement, s'il y a des jeunes voyous, il y en a aussi dans nos établissements. Nous, notre mot d'ordre, et d'ailleurs c'est le même aussi au niveau des transporteurs scolaires, c'est de ne rien laisser passer. Donc dès qu'on repère des actes violents, maintenant nos établissements sont équipés, comme je l'ai dit, pour la plupart de caméras de vidéoprotection, de même les bus. Donc ces élèves-là, évidemment, il ne faut rien laisser passer. On a des conseils de discipline très stricts et souvent, on va dire, nos personnels de direction sont plus stricts que les parents parce que voilà, ces enfants-là, quoi qu'on en dise, la plupart, ils ont des parents. Et je le disais l'autre jour, c'est difficile aussi pour un parent de découvrir que son enfant est en train de dévier parce que voilà, il y a certainement beaucoup de raisons qui font qu'il nous échappe et qu'on a du mal à s'en occuper. Il faut aussi qu'on accompagne ces parents à mieux aussi suivre leurs enfants. C'est très important. Et je le redis, quand on a un adulte pour un enfant contrairement par rapport à la métropole, 3 adultes pour un enfant, ça veut dire aussi que cet adulte-là, il va avoir une lourde charge. Il faut l'accompagner. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de stigmatiser les uns et les autres. On doit aussi travailler à la parentalité. Les associations de parents d'élèves, aujourd'hui, sont mobilisées là-dessus. Il faut que dans nos établissements, on ait aussi une réponse très sévère, très stricte là-dessus. Alors, je me souviens quand je suis arrivé, on avait une forme d'angélisme en disant non, c'est forcément des déscolarisés qui font ça. Non, dans nos établissements, nous avons aussi des graines de voyous et il faut évidemment sévir tout de suite. Plus on est ferme au départ,
et plus on évite ensuite que ça dérive. Monsieur le recteur, sur ce second temps de parole, j'aurais voulu qu'on parle de la réforme des maths et du retour des maths en classe. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui doivent être un peu boudeurs, mais pour autant, c'est super important, les maths. Alors, ce n'est pas le retour des maths en classe, parce que les maths, il y en a toujours eu, il y en a toujours jusqu'à la seconde, et il y en a en première pour pratiquement tout le monde. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'il y en aura pour tout le monde en première, y compris pour ceux qui n'ont pas pris l'enseignement de spécialité de mathématiques. Donc c'est important dans le monde dans lequel on vit d'avoir une culture générale mathématique. On le voit évidemment pour les statistiques, on le voit pour comprendre aussi le monde scientifique dans lequel on évolue. C'est un outil aussi utile pour comprendre les questions économiques, les questions démographiques dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est très important pour cette culture mathématique, et puis c'est important aussi de maintenir les mathématiques en première pour permettre à tous les jeunes qui hésitent encore sur leur orientation de ne pas se fermer des portes. Parce que ce qu'on voyait, c'est que des jeunes, vous savez, avaient pris des enseignements de spécialité selon leurs appétences, et c'est ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, se retrouver un petit peu bloqué parce que pour des études ensuite dans l'enseignement supérieur, mais on a quand même besoin de mathématiques. Donc progressivement, le ministère a rajouté, vous savez, les options maths complémentaires en terminale, justement pour faire cette liaison avec le supérieur. Et maintenant, avec l'heure et demie de maths en première, on peut très bien prendre cette heure et demie, continuer en maths complémentaires, avec un petit peu plus de travail, hein, évidemment, par rapport à ceux qui auront abandonné l'aspect maths, et ensuite continuer sur des filières où justement on a besoin de cet outil. Mais la réforme qui est mise en place par le ministre, c'est pas uniquement de rajouter cette heure et demie, c'est aussi un travail global qui commence avec les petites classes. J'étais l'autre jour à Passy-Kelly et j'ai vu des élèves travailler, alors d'abord à l'apprentissage des mathématiques, les nombres, et puis aussi travailler de manière ludique. Le jeu peut aider à appréhender les mathématiques. Et puis à Mayotte, on a des jeux. Le jeu en maoré, c'est Mra. Alors, tout le monde connaît Mra Watso, le jeu de saut, et d'autres jeux qui mobilisent beaucoup de mathématiques. Donc vraiment se familiariser et bien travailler les mathématiques dès le plus jeune âge. Et puis vous savez que le ministre réfléchit beaucoup en ce moment à la transformation du collège. Donc il y aura au niveau du collège un renforcement des mathématiques. C'est très important dans la manière aussi d'appréhender les choses. Là aussi, travailler sur le jeu, travailler sur l'ouverture aux autres disciplines. On va continuer à déployer le plan Villani-Torossian. Et puis, en seconde, vous disiez les élèves ne vont pas être très très contents. C'est dommage d'être fâchés avec les maths. Et donc en seconde, il y aura pour ceux qui commencent à être un peu fâchés avec les maths, des modules de réconciliation pour les élèves qui leur permettront d'appréhender les mathématiques autrement. Et de la même manière, au collège, vous savez qu'en sixième, on met en place des groupes de besoins, alors surtout en français. Il y aura la même chose pour les mathématiques, avec dès la sixième, pour les élèves qui sont un petit peu en difficulté, de la remobilisation là-dessus. Alors, on parlait de maths, c'est aussi l'occasion de parler de la fête de la science qui bat son plein, en ce moment. Voilà. Alors, elle se termine aujourd'hui, enfin, en tout cas dans ces jours-là, je serai à Bamana. Demain, je vous invite tous pour la clôture de la fête de la science à Bamana. J'ai repris une image d'une ancienne fête de la science à Mayotte. Comment ça s'est passé cette année, cette fête de la science? Qu'est-ce qui a été... qu'est-ce que vous avez... Parce que chaque année, vous êtes toujours étonné par ce que produisent les élèves. Cette année, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, vous savez, la fête de la science, alors d'abord en Outre-mer, elle est décalée par rapport à la métropole. Elle est un mois plus tard. Et ce qui nous caractérise à Mayotte, c'est qu'on n'a pas
encore des grands laboratoires de recherche, puisque on en a des très bons au CUFR, et puis on valorise aussi le pôle d'innovation de Coconi, et puis on a des chercheurs de grande qualité, mais on n'en a pas beaucoup. Et généralement, la fête de la science en métropole, c'est des grands laboratoires qui s'ouvrent avec plein de chercheurs qui montrent un petit peu ce qu'ils font. Alors, ils sont tellement peu nombreux, les pauvres, que si en plus on les mobilisait pendant une semaine, ils seraient débordés. Donc ils sont là, ils ont été présents pour le village des sciences, et je les en remercie de partager leurs recherches. On a aussi les chercheurs du parc marin, et je vais certainement oublier beaucoup de chercheurs là-dessus. Et puis on a une approche complémentaire qui est de montrer aussi la science aux plus petits, et de faire un peu la transition entre les écoles et les collèges et les lycées. Et ce que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est toutes les opérations menées dans les collèges et les lycées, d'ouvrir le collège et le lycée, par exemple, aux plus jeunes, avec des grands qui expliquent la science à des plus petits. Donc des classes sont arrivées des fois dans des lycées avec des petits, et puis les grands qui leur montraient, qui leur faisaient des expériences, qui leur expliquaient le réchauffement climatique. Et je pense que c'est aussi très formateur pour un élève de première, de terminale, d'expliquer à des plus petits. Et puis pour un petit, c'est aussi se projeter vers l'enseignement secondaire. Il y a une très belle mobilisation de toute l'ensemble des équipes. J'ai vu des belles choses à Koungou. Alors là aussi, désolé, j'ai oublié des établissements. J'étais sur Petite Terre où il y avait une journée magnifique avec Hubert Rive qui est intervenu devant les élèves. Vous imaginez, Hubert Rive, j'avais vu ça. Donc on a eu vraiment une semaine magnifique. À Mayotte, ils participent, ils aiment ce genre d'événements organisés qui est un peu supra les cours en fait. On voit une adhésion des jeunes gens. Alors, vous savez, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ces jeunes qui sont en autonomie, qui présentent leur stand, et qui, comme je le disais, comme en métropole, des chercheurs expérimentés vont présenter leurs découvertes. Et bien là, ce sont des jeunes de première, de terminale, ou parfois des collégiens qui présentent à des adultes ou à des plus petits ce qu'ils ont fait en classe, ce qu'ils ont appris. Ils le présentent comme s'ils étaient des chercheurs expérimentés. Je trouve que c'est très bien parce qu'on manque de scientifiques. Et je suis sûr que ces jeunes-là, ce seront des grands scientifiques plus tard. Le but d'une fête de la science, d'un point de vue pédagogique, c'est quoi ? Alors, c'est sensibiliser déjà à la recherche que nous faisons, avec cette année un focus évidemment sur le réchauffement climatique. Et ça parle à un territoire comme Mayotte, avec tous les aspects qui sont liés, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, ce qu'on fait, on va dire, en polluant le lagon, la déforestation, parce qu'il y a aussi un danger pour nos sols à Mayotte, la montée des eaux, et puis ça nous permet de parler de beaucoup de choses. Alors, il y a un autre sujet, parce que les parents vont le lire forcément. On parle de l'apprentissage de la lecture, les savoirs fondamentaux. Il y a une étude qui vient de sortir en métropole et qui dit que les enseignants, contrairement aux directives qui sont données par l'éducation nationale, continuent à utiliser la méthode globale pour apprendre à lire aux enfants, alors que toutes les études auraient démontré, faites par des experts, auraient démontré que le meilleur moyen d'apprendre à lire reste envers et contre tout la méthode syllabique. Donc nous, ici à Mayotte, ils font quoi les enseignants ? Alors moi j'ai lu cette étude, c'est pas les enseignants, c'est des enseignants qui continueraient à faire ça. Alors vous savez qu'à Mayotte, on s'est lancé dans le plan dire, lire, écrire. Alors très important le dire, tout à l'heure on parlait de l'expression orale, de l'autonomie de nos élèves. Vous savez, on vient de recevoir les évaluations de CP, de CE1 de nos élèves sur justement le français. On a fait beaucoup de progrès sur le déchiffrage. Beaucoup de progrès sur la lecture, ce qui montre, j'y reviendrai, que nos enseignants sont bien formés, ils utilisent les bonnes méthodes. Et pour aller encore plus loin, parce que vous savez qu'on a beaucoup de nouveaux enseignants, on a aussi beaucoup de contractuels, et pour ne pas disperser les méthodes, on a fait acheter un manuel pour chaque élève,
Et le même manuel. Alors évidemment, si les enseignants sont déjà habitués à leur manuel et qu'ils le connaissent très bien, ils continueront à l'utiliser. Mais on a fait acheter le même manuel, donc c'est Néo je décode, Négo je lis, je décode. Alors on est vraiment dans la lecture syllabique, dans le déchiffrage, dans le b.a.-ba. On a formé et on continue à former tous nos enseignants à cet ouvrage qui permet aussi d'avoir une progression en parallèle et de suivre ce que font nos élèves. Les évaluations de CP et CE1 apprennent avec la méthode syllabique B, voilà. A, ba. Voilà. L et A. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus sur Mayotte. Et je vous le dis, les évaluations montrent un net progrès. Alors, on peut en être fier à Mayotte. Je regarde par rapport à d'autres académies comparables avec évidemment quand même des... donc si on se compare à des territoires en REP+, on est plutôt bon là-dessus et ça évidemment on le doit à nos enseignants qui font un travail remarquable. Et par contre, et ce qui est très important à voir dans ces évaluations, c'est que nos élèves ont un retard sur le vocabulaire. On baigne dans un milieu qui n'est pas un milieu francophone. Et dans tous les tests, on va dire, de reconnaissance de vocabulaire, donc de compréhension, de mots, de phrases, de textes, et on voit que nos élèves ont du retard, donc il faut qu'on travaille sur le vocabulaire, d'où le dire, d'où l'expression orale, parce que ici, on a encore des marges de progression. Et pour faire ce lien entre la culture locale et le français, notre objectif, c'est de ne pas oublier la culture locale, mais de s'appuyer sur cette langue locale pour faire des ponts avec le français. Je le dis, c'est très important parce qu'on ne va pas refaire à Mayotte les mêmes erreurs qu'on a faites ailleurs. Et il faut qu'on s'appuie sur les deux langues locales principales, le Chimaroé et le Chibuchi, et pour enrichir le vocabulaire de nos élèves. Alors, il y a une dernière question que je voudrais vous poser parce que l'heure tourne et je pense qu'elle est importante, c'est la réforme du lycée professionnel. Et je sais que c'est un point sur lequel vous êtes attachés. Les jeunes bacheliers, ils doivent pouvoir derrière faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pouvoir suivre les études qu'ils veulent. Et les syndicats ont le sentiment, alors à tort ou à raison, et justement c'est le but de ma question, est-ce que la réforme du lycée professionnel telle qu'elle est prévue va handicaper les futurs bacheliers pour pouvoir continuer une scolarité dans le supérieur? Alors ça, je ne pense pas que les syndicats le présentent comme ça, mais ils nous présentent des alertes. La réforme de la voie professionnelle, elle a, on va dire, 3 objectifs principaux. Lutter contre le décrochage scolaire. Deuxièmement, former des jeunes qui vont s'insérer sur le territoire. C'est très important, surtout à Mayotte. Oui. Souvenez-vous de ce que je disais en première partie. Oui. Ce déficit démographique d'adultes, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Donc on a plutôt intérêt à bien les former, et notamment sur la voie professionnelle. On ne va pas faire que des enseignants, des médecins. J'aurais pu parler de tout ce qu'on a fait au CUFR avec la première année de médecine, avec les classes prépa. Il nous faut aussi des élèves en voie professionnelle sur des métiers magnifiques. J'étais l'autre jour, hier ou avant-hier, à Bandrélé avec des élèves en CAP, donc des études courtes magnifiques. Donc, et puis aussi permettre la poursuite d'études. Et donc, si on a ces trois priorités, on va évidemment garantir la formation générale et la formation professionnelle en atelier dans nos établissements. Donc les syndicats étaient inquiets là-dessus, à juste titre, et il ne s'agit pas dans cette réforme de diminuer le temps de formation dans les lycées professionnels et encore moins de diminuer les enseignements généraux. Là où ils sont encore inquiets, et il faudra qu'on apporte des réponses, c'est tout ce qui va vers l'augmentation de la durée des stages. Et donc, j'ai écouté, parce qu'on échange beaucoup avec les organisations syndicales, notamment de dire, oui, mais si on augmente la durée, ça veut dire que juste l'élève va rester un peu plus longtemps en stage. C'est pas ça la priorité. Donc il va falloir qu'on travaille ici à augmenter le nombre de berceaux de stages, c'est-à-dire que l'élève puisse avoir 2 stages complémentaires. Dans un territoire économiquement peu développé, ça va être embêtant. Ouais. Du coup, il va falloir qu'on travaille sur la mobilité, qu'on paye des déplacements pour les élèves pour qu'ils aillent faire au moins un stage en métropole ou à La Réunion. Ouais. Donc on a des fonds pour ça, des fonds européens, donc on peut aider à cette mobilité. Tout ça pour enrichir le parcours de l'élève. Et tout ça pour enrichir le parcours de l'élève, et c'est important pour préparer son insertion. Et les organisations syndicales nous disent aussi, attention, parce qu'il y a stage et stage.
le stage, il doit être qualitatif. Oui. L'élève, il doit être bien encadré. Il doit être aussi nourri, parce que vous savez que c'est quand même important. Nous, on a des élèves qui viennent de milieux très défavorisés. Oui. On les nourrit dans les lycées. Si dans leur stage, ils sont mal encadrés, qu'ils doivent se nourrir eux-mêmes, qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ça ne va pas être... ça va servir à rien. Ça ne va pas être bon pour eux. Et donc, il faut qu'on travaille sur la qualité du stage. Alors, évidemment, les enseignants, eux, ils sont enseignants, ils vont suivre pédagogiquement ce qui se passe en stage. Donc ça va être à nous, au niveau de l'institution, il faut qu'on mette des moyens là-dessus pour qu'on les aide et qu'on aide le système à garantir la qualité des stages. Donc si je comprends bien ce que vous expliquez, Gilles Albout, ça veut dire qu'il y a la réforme nationale qui va changer ou faire évoluer le cadre global de l'ancien... Et les spécificités locales, bien sûr. Voilà. Ouais, et en local, vous allez pouvoir travailler main dans la main, en quelque sorte, avec les enseignants et les responsables pédagogiques de ces formations pour permettre aux jeunes de profiter au mieux de la réforme. Tout à fait, et puis il faut qu'on soit pragmatique. Bah oui. Si on augmente sur le papier la durée des stages, et si on voit que localement, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de berceaux, parce que c'est compliqué et qu'on ne veut pas tomber dans des stages qui seraient, on va dire, qui ne seraient pas qualitatifs, eh bien on adaptera et c'est aussi les engagements que nous avons pris. En maintenant des enseignements en français, en mathématiques, parce que c'est aussi indispensable. De toute façon, la ministre Carole Danjean s'est exprimée là-dessus, elle a été claire. Avec cette réforme, on ne veut pas diminuer, bien au contraire, les enseignements généraux dans la voie professionnelle. Merci beaucoup, Gilles Albout. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.